Alors, sont excusés Aude Grégoire, qui donne pouvoir à Dimitri Sokolovski, Christian Greiner, qui donne pouvoir à Ariette Schwartzberg, Béatrice Agamemnon, qui donne pouvoir à Doan Trun, Pascal Hubert, qui donne pouvoir à Walter Kurzmann, Armel Huet, qui donne pouvoir à Claude Valentin, Stéphanie Changarnier, qui donne pouvoir à Martine Nicolas, Nathalie Colin-Sterlet, qui donne pouvoir à Martine Nicolas. C'est encore possible de... Ah, c'est à nouveau possible. Bon, voilà, donc en permanence, ben, c'est bien, tant mieux. Laurence Mollet-Tervert, qui donne pouvoir à Caroline Audouy, Timothée Bord, qui donne pouvoir à Blaise Tafner, François Carpentier, qui donne pouvoir à Martine Michel, Stanislas Mirowski, qui donne pouvoir à Dominique Strebeli, Sylvie Roux, qui est excusée et représentée par son suppléant François Armand, Daniel Bory, qui donne pouvoir à Xavier Bouvet, Michel Dumont, qui est excusé, Clérence Sel, qui donne pouvoir à Frédéric Login, Gertrude Gokal-Job, qui me donne pouvoir, Doan Tran, qui sera en retard et qui a la procuration de Béatrice Agamemnon, Laurent Dapp, qui sera en retard et qui, en attendant, donne pouvoir à Isabelle Viala, Jean Baucher, qui donne pouvoir à moi-même, Guy Reiss, qui donne pouvoir à Éric Lucas, Hervé Niel, qui donne pouvoir à Anne-Dossan Weissmann, Hans Stemar, qui donne pouvoir à Blaise Tafner, et Jean-Luc Baul, avec qui je passe une partie de la journée, qui sera en retard. Voilà, c'est la liste complète. Non. Julien Husson, qui est excusé. Voilà. Bon. Et qui donne pouvoir à qui? Il n'a pas marqué. Bah, vous attribuez. Ouais, ok. Bon. Ouais. Pardon? Oui, qualifié. Bien. Alors, le premier point, la désignation dans une commission d'études. Bernard Staude avait été désigné en qualité de membre titulaire de la commission urbanisme et commission eau énergie. C'est vrai que vous n'avez pas trop demandé son avis et que, comme il s'occupe de messes aquatiques, on s'est dit que c'était l'eau, mais en fait, il est beaucoup plus concerné par la commission culture et sport, et donc on propose son transfert de l'un à l'autre, sans que ça ne demande aucun échange, puisque nous n'avons pas limité les effectifs de chaque commission. Alors, s'il n'y a pas d'opposition ni d'abstention, je veux dire que ce point est adopté. Le point numéro 2, c'est la désignation des représentants Metz Métropole dans des organismes. Alors, l'association Agir, d'habitude on les montre au tableau. Alors, nous proposons la candidature de... D'abord, il y a la dérogation. Pardon? Ah oui, il y a d'abord... Oui, d'abord, je fais voter sur le principe d'une dérogation au vote au bulletin secret pour la désignation de ces représentants. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que nous dérogions au vote à bulletin secret? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est à l'unanimité. Et ensuite, nous procédons donc à la désignation. Pour l'association Agir, je propose Béatrice Agamemnon. Il n'y a pas de vote contre ni d'abstention? Non. Pour la SPL Chamblay-Madine, donc en remplacement de Jean-Luc Baul, qui a accepté de laisser sa place à Bernard Staude, donc je propose la candidature de Bernard Staude. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? C'était les deux seuls points de désignation. Bien. Ensuite, nous passons au point numéro 3, qui est la convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale de la Moselle, et je donne la parole au docteur Khalifé. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit d'une régularisation d'une situation administrative qui tient compte d'une convention d'objectifs et de moyens
signé entre l'État et la Caisse d'allocation familiale en 2018 et qui prévoit donc la couverture de l'ensemble du territoire national par des conventions territoriales globales d'ici 2022. Il s'agit d'un dossier que nous avions donc hérité et qu'il fallait concrétiser avant la fin de cette année et qui prévoit donc de signer à la place des CEG, des contrats enfance-jeunesse, ce CTG. Pourquoi l'échelon intercommunal ? Tout simplement pour la pertinence de l'analyse des besoins et la construction sur le territoire, en évitant, pour donner des réponses les plus efficaces possibles et pour éviter toute concurrence involontaire entre les communes. Pour cette raison que ce dossier qu'on a travaillé depuis 1 an, qui a été présenté à l'ensemble des communes et par les services concernés de la métropole, mais aussi les services concernés par la CAF, et qui revient aujourd'hui avec ces conventions. Il est prévu donc que la métropole qui contractualise aussi sur d'autres thématiques, donc pour lesquelles des travaux complémentaires vont être réalisés, sur la petite enfance et le soutien de la parentalité, vous le savez, le logement, le cadre de vie, l'accès aux droits et l'animation de la vie sociale. Il vous est donc proposé d'adopter cette convention et de signer la motion en conséquence. Bien, merci Dr Khalifé. Y a-t-il des questions, des commentaires? Oui, donc je vois mal au fond, c'est M. Roch, je crois. Ah oui, c'est M. Marchetti, allez-y. Ouais. Vous êtes loin, rapprochez-vous. Oui, attendez, alors je note. Alors, oui, c'est mal éclairé. Hein? Alors, Walter Kurzmann. Et il y avait qui d'autre? Il n'y avait que Walter Kurzmann, oui. Ben, allez-y, monsieur Marchetti. Merci. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération pointe en définitive un sujet qui reviendra également dans les suivantes et qui est celui de la bonne articulation entre l'échelon communal et l'échelon métropolitain. Ici, la CAF sollicite directement notre métropole pour des compétences, petite enfance, périscolaire notamment, qui relèvent pourtant directement et sans ambiguïté jusqu'ici des communes. Que cela soit clair, sur le fond, nous sommes tout à fait volontaires pour débattre de l'intérêt qu'il peut y avoir à ouvrir la discussion entre les communes, sous l'égide de la métropole, de la meilleure répartition de l'offre publique dans ces domaines. Mais nous considérons que cela nécessiterait d'avoir en parallèle une véritable vision métropolitaine pour ces politiques publiques essentielles, et c'est ce qui motivera au final notre abstention sur ce point. Il y a 2 aspects qui nous paraissent essentiels dans la réflexion sur la mutualisation des moyens, et ce sur n'importe quelle compétence. Premièrement, que ce partage soit le plus clair possible, discuté et débattu en amont de manière totalement transparente pour que les élus de chaque commune et de la métropole puissent s'engager en toute connaissance de cause. Et deuxièmement, que l'exigence de proximité que nous devons toujours garder vis-à-vis des usagers, mais aussi des équipes municipales elles-mêmes, soit toujours pleinement respectée. Nous connaissons tous trop bien les conséquences que peut avoir une bureaucratie trop complexe et trop lourde sur la bonne compréhension de l'action publique par les citoyens et même parfois par les élus. Et sur ces 2 points, je dois dire que nous sommes ressortis plutôt inquiets de nos discussions en commission. Tout d'abord, si réflexion sur la métropolisation de ces compétences il doit y avoir, nous devrions, il nous semble, en être à l'initiative. Avoir toutes les données en main, savoir ce qui reste aux communes et pourquoi. Là, notre sentiment est plutôt que nous subissons les exigences de la CAF et que nous nous engageons de fait dans une métropolisation par la bande. Ce n'est clairement pas à la hauteur de l'importance de ces politiques publiques. Une convention métropolitaine avec la CAF devrait selon nous être l'aboutissement de notre réflexion et non pas servir à l'amorcer. Dans ce sens-là, nous plaçons tous les élus et les maires en particulier dans le flou sur l'avenir de compétences qu'ils gèrent, pour certaines depuis longtemps. Deuxièmement, il y a le point essentiel de la transparence des moyens. Là où aujourd'hui chaque commune échange directement avec la CAF, demain, qu'en sera-t-il avec cette convention ?
Le document se contente d'indiquer que la CTG assure un maintien global des financements versés précédemment dans le cadre des contrats enfance-jeunesse. Mais nos besoins, d'après le diagnostic, sont croissants. Et je lis sur ce diagnostic: manque de places d'accueil collectif et familial, notamment pour les ménages modestes, nécessité d'anticiper la diminution du nombre d'assistantes maternelles, ou par exemple sur le logement, développer plus de services et l'accompagnement des personnes âgées pour le maintien à domicile. Comment ferons-nous pour développer cette offre à moyens constants? Comment répondons-nous à ces problèmes? Aucune réponse dans ce document, excepté peut-être ceci: mener une réflexion avec les gestionnaires pour optimiser l'offre d'accueil existante. Alors je ne souhaite pas que cela se traduise par exemple par une augmentation des taux d'encadrement. Donc la question des moyens est centrale. Et de ce point de vue, quand je lis à l'article 4 que les annexes font apparaître le soutien des cofinanceurs, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé à ces annexes de points suffisamment clairs pour me rassurer. Enfin, je ne vous cache pas mon inquiétude d'apprendre en commission que tout ce travail important, nécessaire, de coordination métropolitain sur des sujets aussi sensibles serait assuré par un mi-temps dédié par la CAF. Monsieur le Président, chers collègues, nos communes, notre métropole doivent être solides et exigeantes sur les services publics fondamentaux et historiques qu'elles offrent à nos concitoyens. La gestion de la petite enfance, la gestion du périscolaire et de la jeunesse sont des piliers de nos collectivités au service de tous les enfants et de tous les parents de notre métropole. Il leur faut une vision, une direction, une ambition qui répondent aux besoins concrets et quotidiens des habitants. Et je crois que c'est là, malheureusement, que ce qui manque aujourd'hui dans cette délibération. Je vous remercie. Merci. Walter Kurtzmann. Je vais faire court pour dire que je souscris, je suis totalement du même avis que ce qui vient d'être exprimé. Sur les objectifs, je ne partage absolument pas les objectifs. Il n'est absolument pas démontré que les communes se font concurrence dans les activités scolaires, périscolaires, et en tout cas dans tous les contrats qui sont signés avec la CAF. Moi, je constate juste que la CAF nous enferme volontairement dans un système où elle va réduire petit à petit nos budgets. Elle est coutumière du fait. Elle nous appâte constamment en nous demandant de mettre en place un certain nombre de choses. Puis ensuite, elle réduit petit à petit les budgets. Et je pense qu'avec la CTG, nous entrons exactement dans le même système et qu'on va partager tous ensemble, les 44 communes, un budget en réduction. Au début, on nous a expliqué, on vous donne 1 million de plus à condition que les enfants, les familles de toutes les communes de Metz Métropole puissent avoir accès aux crèches de la ville de Metz. Et cette enveloppe de 1 million, elle va se réduire comme peau de chagrin, puisque la CAF, on le sait, a de moins en moins de moyens et que ces moyens se tournent de plus en plus vers la solidarité et de moins en moins vers les familles. Donc, pour les mêmes raisons qui ont été expliquées antérieurement, plus celles que je viens d'expliquer, je m'abstiendrai. Bien. Merci, Walter Kurtzmann. Docteur Khalifé. Écoutez, moi je vais répondre aux deux, puisque Monsieur Walter Kurtzmann s'associe à la première intervention, donc ma réponse sera pour les deux. Ma réponse serait tout d'abord un étonnement. Monsieur Marchetti a fait part de ses remarques. D'ailleurs, elles sont trop larges. Je trouve que vous avez parlé de beaucoup de choses, mais pas de ce document qui est plus administratif. Deuxième chose, concernant vous avez parlé de finances. Moi, je voulais avant tout vous dire qu'on a pris 1 an. On a fait un diagnostic social de l'ensemble de la métropole, du souhait des communes sur un certain nombre de points qui concernent la globalité de cette cohésion sociale. Troisième chose, on a structuré le service de cohésion sociale qu'on est en train d'adapter aux nouvelles compétences que la métropole a aujourd'hui. Quatrième chose, l'État
la CAF a voulu mettre en place cette CTG l'an dernier. Je les ai rencontrés, ils voulaient le mettre l'an dernier en nous disant c'est la dernière année. Ça fait depuis 2018 que ça tergiverse un peu partout. Je rappelle, mais je crois que je n'ai pas besoin de le dire, à un serviteur de l'État que vous êtes, M. Marchetti, et que j'ai été pendant 40 ans. Moi, je crois en la parole de l'État. Et je ne peux pas aller à l'encontre d'une convention qui nous est dictée par l'État, puisque c'est une convention qui est entre l'État et les caisses d'allocation familiale qui s'impose à nous aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous demander d'aller contre cela, loin de là. Ceci dit, ce que je peux vous apporter comme information, on a mis à profit l'année supplémentaire que nous avons demandé à la CAF l'an dernier pour expliquer à l'ensemble des communes, et je crois que les maires ou leurs adjoints ou leurs secrétaires des mairies ont reçu des personnels qualifiés de la CAF pour expliquer la démarche, et démarche qui, je le rappelle, dans laquelle n'intervient pas financièrement la métropole, puisque les versements seront, comme ils le sont aujourd'hui, directement soit aux collectivités, soit aux associations qui sont conventionnées par la CAF. Il n'y a pas que les communes, il y a beaucoup d'associations, Bob Tari en sait quelque chose, qui sont conventionnées par la CAF. Donc tout ce travail pédagogique, je dirais, est fait. Alors, est-ce que l'État va diminuer la subvention qu'il donne ou les 300 millions d'euros qu'il donne à la métropole, à l'ensemble des communes de la métropole par an, est-ce qu'il va le diminuer demain? Moi, j'espère que non. Je n'en sais rien, je vous avoue, mais j'espère que non. En tout cas, j'ose espérer que l'État garde cette politique. Nous sommes en train, maintenant que les choses sont stabilisées au niveau des compétences que la métropole a récupérées, la dernière étant la compétence prévention spécialisée. Nous sommes en train de préparer la rédaction du schéma de cohésion sociale de la métropole en étant vraiment dans la stricte compétence de la métropole, sans déborder sur tout ce qui est social fait par les communes, parce que pour moi aussi, c'est vraiment de la proximité. Et je vous assure que c'est un exercice pas facile, parce qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas obligatoires ni chez les uns ni chez les autres, qu'on va essayer, comme le handicap, comme l'accessibilité, on reviendra auprès de vous bientôt, pour en parler. Dernière chose, et je m'arrêterai là, donc il y aura un comité de suivi qu'on a prévu de mettre en place à partir de janvier, qui va bien sûr associer la métropole, la CAF et les communes. Donc on demandera aux communes volontaires d'en faire partie pour suivre régulièrement cette convention, l'adapter s'il le faut, et en tout cas discuter de l'entrée d'autres thèmes qui sont pressentis par les collègues qui ont travaillé sur la question. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux répondre aujourd'hui à cette problématique. Oui, merci, Monsieur le Vice-président. Bon, je voudrais dire à Walter Kurzmann qu'il y a un sujet qu'on ne maîtrise pas, qui est celui de l'évolution future des financements. Donc, ce que je sais par contre, c'est que sans cette convention globale territoriale, il n'y aurait plus de financement. Voilà. Donc, c'est celui qui finance qui pose les conditions. C'est légitime, c'est comme ça. Et je n'ai aucun scrupule à le faire nous-mêmes quand c'est nous qui finançons. Donc, il pose la condition de cette convention territoriale globale sur la métropole. Donc, on fait cet exercice. Dans cet exercice, nous examinons les politiques sur l'ensemble des communes, mais nous l'aurions même fait sans cet exercice. C'est-à-dire que même sur des sujets où nous ne sommes pas sur une compétence métropolitaine, cela ne nous interdit pas, entre communes,
de travailler pour coordonner, pour parfois mutualiser d'ailleurs, même en dehors du cadre métropolitain. Ça peut être des mutualisations entre communes par voie de convention, mais la métropole où nous restons naturellement peut être le lieu naturel pour examiner la situation de chacun et les besoins communs à l'échelle de la métropole ou par secteur géographique de la métropole, entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, et ça sur l'ensemble des politiques. Ça porte sur les politiques sociales, mais ça peut porter sur la production horticole, ou sur la propreté voirie, ou sur des équipements sportifs. Donc c'est notre façon d'être de façon souple, en respectant la subsidiarité. Et à cet égard, Monsieur Marchetti, je vais vous dire que je ne comprends vraiment pas votre discours, et qui est toujours anxiogène d'ailleurs, comme toujours, quoi, sans aucune raison. Tout doucement, nous glisserions subrepticement vers des choses que nous ne voudrions pas. Bon, sauf si à un moment l'État les impose, comme quand il a imposé des compétences obligatoires à l'intercommunalité et donc les a retirées aux communes pour les transférer sans demander notre avis. Dans tous les autres cas, nous ne subissons rien. Et je ne vois pas ce qui vous permet de dire que nous subissons d'éventuels transferts au lieu d'en prendre l'initiative. Si nous n'en prenons pas l'initiative, c'est juste parce que nous n'en voulons pas. Si nous décidons qu'une compétence doit être transférée à l'accompagnement social, doivent être traitées dans la plus grande proximité. Et cette proximité, c'est la commune qui l'assure et ce n'est pas la métropole. Ça ne nous interdit pas de nous coordonner entre nous, mutualiser certaines choses, être complémentaires. Et voilà. Donc nous n'allons pas vers des choses que nous ne souhaiterions pas et nous ne subissons rien, sauf que nous sacrifions à cet exercice très formel de ce contrat, parce qu'effectivement la CAF l'exige, et que si nous ne le faisions pas, cher Walter, eh bien il n'y aurait plus de financement du tout. Et j'ose espérer que les financements ne baisseront pas, on n'est sûr de rien. On a vu comment l'État a sans cesse diminué ses financements. Donc la CAF ne les a pas augmentés depuis très longtemps. Il nous assure aujourd'hui qu'aucun ne sera baissé, que ça ne change rien. Bon, on sait que ça ne change rien jusqu'à l'année prochaine et que tout peut être remis en cause chaque année. Mais il en est ainsi pour toutes les politiques. Sur ce, nous passons au vote. Oui, pardon, Monsieur Bouvet. Oui, je vous en prie. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Pour une explication de vote qui sera brève, nous sommes, comme vous le savez, avocats et soutiens du renforcement de la métropole. Mais pour nous, le soutien et le renforcement de cette métropole méritent des choix clairs, assumés, démocratiques, lisibles, et non une succession de délibérations techniques ou bancales comme nous venons de l'examiner. Je vous remercie. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Pas où vous voyez quelque chose de bancal, ni de peu clair ou de pas lisible. Bon, voilà. Donc, sur ce, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, vous comptez. 11 abstentions, donc les autres votent pour. Je vous remercie. Alors, point numéro 4, définition de l'intérêt métropolitain en matière d'équipements sportifs. Donc, Nathalie Spormeyer. Merci, Président. Chers collègues, au 1er janvier 2018, la métropole s'est vue transférer de plein droit plusieurs compétences, dont celle des équipements sportifs. L'exercice de la compétence construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs est subordonné à l'intérêt métropolitain. Cette définition de l'intérêt métropolitain répond à la nécessité de fixer la ligne de partage entre les domaines d'intervention de la métropole et ceux de ses communes membres. Par délibération du Conseil en date du 27 juin 2005, confirmée par le Conseil du 16 décembre 2019, l'Eurométropole de Metz a défini d'intérêt métropolitain les équipements sportifs futurs suivant 4 critères. Présenter un caractère unique sans équivalent dans l'agglomération. Proposer une activité de nature à satisfaire une offre globale de services sportifs à l'échelle de l'agglomération.
bénéficier d'un rayonnement communautaire ou extra-communautaire en termes de fréquentation. Associer plusieurs collectivités publiques au financement du fonctionnement et ou de l'investissement. Par ailleurs, suite à la fusion entre la communauté d'agglomération de Metz Métropole et la communauté de communes de Val-Saint-Pierre, la délibération du Conseil de communauté du 29 juin 2015 portant finalisation au processus d'harmonisation, suite à la fusion, a complété la définition de l'intérêt métropolitain communautaire et a reconnu la salle omnisport de Jury relevant de compétences de Metz Métropole. Aujourd'hui, l'Eurométropole de Metz mène une réflexion pour la création d'une nouvelle piscine métropolitaine. Cet équipement répond à un déficit, suivant l'étude de la Fédération française de natation, par un manque de 1000 m² de bassin. En moyenne, un tiers des élèves scolaires n'ont pas accès à l'apprentissage de la nage, dont un élève sur 2 sur l'Eurométropole de Metz. Le projet de l'Eurométropole de Metz est donc de disposer dans cette partie du territoire d'un bassin sportif de 25 mètres sur 20 mètres, donc 8 couloirs, le plus polyvalent et le plus modulable possible, permettant d'accueillir en simultané 4 groupes scolaires. Ce bassin pourrait être complété d'un bassin d'apprentissage, multi-activités et d'une pataugeoire ludique. Ce nouvel équipement a vocation à répondre à l'offre existante pour répondre aux besoins quotidiens de la population et en particulier des scolaires. Les critères actuels, et notamment le caractère unique sans équivalent dans l'agglomération, ne s'appliquent pas au projet de création de cette piscine. C'est pourquoi il est proposé de rajouter 2 critères. En conséquence, pour la définition de l'intérêt métropolitain en matière d'équipements sportifs. En ce qui concerne les futurs équipements aquatiques, les piscines publiques, poursuivant les objectifs suivants, sont reconnus d'intérêt métropolitain, de rajouter assurer un égal accès à la natation à tous, les habitants de la métropole, continuer au développement social et sportif du territoire et à son rayonnement. La motion est en conséquence. Bien. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Alors, Madame Grollet. Alors, attendez. Madame Grollet, Madame Véronneau. Qui ça? Monsieur Kurtzmann. C'est tout? Bon. Madame Grollet, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, le constat que nous partageons suite à cette étude, c'est que notre agglomération a besoin de piscines supplémentaires. Celle de Metz, au pluriel, celle de Montigny-lès-Metz, celle d'Ars-sur-Moselle, ne suffisent pas à répondre à la demande de nageurs comme d'apprentissage des scolaires. De façon constante, la communauté de communes de Metz n'a pas considéré la construction d'équipements sportifs comme étant de sa compétence, les équipements sportifs, sauf si 4 critères cumulatifs étaient remplis. Une exception a été faite sur la gestion pour intégrer en 2015 le complexe sportif du Val-Saint-Pierre, ce qui était quand même la moindre des choses. Rappelons-nous que cette fusion n'était pas voulue, mais subie par la communauté de communes concernée. Comment se justifie alors aujourd'hui la révision des conditions de l'intérêt métropolitain? Elle se justifie par votre volonté de construire une nouvelle piscine financée par la métropole et implantée à Wapi. Ce projet ne rentre pas dans les clous, alors on va dévier les clous. Sur les 4 conditions cumulatives, aucune ne convient. Unique et sans équivalent, non, la piscine de Wapi ne l'est pas. Il y a déjà plusieurs piscines gérées par les communes et avec le budget de ces communes. Apporter une offre globale de services à l'échelle de la métropole, non. Cette piscine-là est même plus restreinte que d'autres. Troisièmement, une fréquentation métropolitaine ou au-delà. Ben non, elle est juste complémentaire des autres piscines communales qui rayonnent déjà au-delà de leur banc.
Et quatrième critère, financé par plusieurs collectivités publiques. Non, il ne semblerait pas que d'autres communes souhaitent partager cet investissement. Alors pourquoi cette piscine jouirait-elle d'un autre statut que les autres qui sont financés, qui sont entretenus par Metz, par Montigny-les-Metz et par Ars-sur-Moselle, sachant qu'il n'est pas question que ces piscines municipales rentrent dans le giron de la métropole, comme on avait pu le croire un moment. Entre parenthèses, on vote aujourd'hui, mais le conseil municipal de Wappy, il y a déjà un an, avait eu la primaire du débat sur ce sujet, de l'information notamment sur la localisation à Wappy et route de Thionville, il y a donc au mois de novembre 2020. Pour permettre la construction d'une nouvelle piscine à Wappy, financée par la métropole, les 4 conditions cumulatives vont donc être remplacées par 2. Un accès égal pour tous les habitants de la métropole. C'est quand même la moindre des choses que l'entrée soit accessible à tous les habitants et au même tarif, si c'est la métropole qui finance. Et une piscine qui contribue au développement social de tout le territoire. Précisément, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les autres piscines ne contribuent pas au développement social de tout le territoire? Est-ce que cela signifie qu'une nouvelle piscine doit être implantée dans un quartier en difficulté sociale pour être financée par la métropole? Pourrissent la fréquentation de nombre de nos piscines, quelles qu'elles soient. Les efforts d'encadrement, de rénovation ne suffisent pas à enrayer ce phénomène. Il est à craindre que les nageurs, expérimentés ou pas, les familles, les jeunes qui sont seuls et qui ne sont pas en groupe, dont la fréquentation est attendue dans un large périmètre, ne soient pas vraiment attirés, pas facilement attirés par une piscine à but social. De ce fait, l'objectif de rayonnement ne serait pas accompli. Alors il faut rétablir d'abord cette sécurité pour tous, que ce soit à Wappy et à Metz-Nord, et ensuite cet équipement aura tout son sens. Par ailleurs, vouloir tordre les règles de subventionnement pour favoriser certains crée un précédent injuste selon nous. D'autant que, Monsieur le Président, vous venez de découvrir qu'il est injuste que Metz ait financé le Palais des Congrès parce que c'était à la métropole de le faire. On ne vous avait pas entendu lors du montage financier, lors des débats que nous avons eus, employer ces arguments-là, alors que vous étiez donc maire de Wappy et vice-président de Metz Métropole. Notre crainte, c'est demain, qu'invoquera Monsieur le Président maire pour justifier un nouveau revirement. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Madame Grellet. Madame Véronneau. Ça va, je craignais qu'avec mon 1m60, c'était un petit peu... Mais c'est bon, on m'entend. Donc, bonsoir Monsieur le Président et chers collègues. Donc, il y a très clairement un manque d'équipement en matière de piscine que nous devons adresser. La question, évidemment, est de savoir qui des communes ou de la métropole doit pallier ce manque d'équipement. Alors, il me semble qu'il est plutôt opportun que ce soit la métropole qui prenne ça en charge, non seulement parce que depuis la loi MAPTAM, on le peut, et notamment parce que ça doit pouvoir résoudre les déséquilibres territoriaux qui existent à ce sujet. Le problème, c'est que cette délibération présentée ce soir, elle est peu ambitieuse sur le plan métropolitain. En tout cas, nous, on ne la trouve pas assez ambitieuse sur les compétences métropolitaines et elle ne permettra pas vraiment ni de faire l'un ni de faire l'autre. Et tout se joue dans 2 formules. La première, c'est une ancienne formule qui n'a pas été modifiée et qui veut qu'un équipement d'intérêt métropolitain ait, je cite, un caractère unique, sans équivalent. Alors peut-être que ce soir, on aurait pu justement avoir l'opportunité de débattre de ce critère-là et d'en définir un autre pour redéfinir ce qu'on met derrière le terme d'intérêt métropolitain. On aurait pu, par exemple, privilégier l'objet stratégique, la dimension financière, le développement social, le rayonnement sur le territoire métropolitain, par exemple. Malheureusement, on n'aura pas ce débat-là ce soir. Ensuite, c'est une nouvelle formule qui permet uniquement, je cite, aux futures piscines d'être déclarées d'intérêt métropolitain. Et cela signifie que toutes les piscines situées sur le territoire métropolitain, et ce même si leur rayonnement et leur attractivité dépassent largement le territoire de la commune où elles sont situées, ne peuvent pas être déclarées d'intérêt métropolitain. Sauf pour une piscine
à Wapi, et puis peut-être une seconde un peu plus tard dans le sud, mais pour le moment, c'est rien de certain. Alors moi j'ai une question, c'est comment vous allez expliquer à un contribuable vivant à Metz, à Montigny ou ailleurs, qui a payé pour sa piscine, qu'il devra payer une seconde fois pour la construction d'une piscine dans une commune voisine. Et une fois que cette piscine a été construite et les dépenses en investissement réalisées, moi j'ai une question, qui assumera les dépenses de fonctionnement? Est-ce que ce sera Wapi ou est-ce que ce sera la métropole? Et si c'est la métropole, comment allez-vous, encore une fois, expliquer à ce même contribuable que sa commune paye à la fois pour les dépenses de fonctionnement de sa piscine, dont le rayonnement, encore une fois, dépasse sa commune, et à la fois pour les dépenses de fonctionnement de la piscine de la commune voisine? Donc cette délibération, elle crée une exception et brise le principe de justice et d'équilibre entre les différentes communes de la métropole. On aurait pu avoir une délibération portant une véritable ambition métropolitaine sur les sujets des piscines. On a à la place une délibération à la faveur d'une commune, et cette délibération aurait mérité, premièrement, de porter une réflexion globale sur l'ensemble des équipements sportifs situés sur notre territoire qui devraient être déclarés d'intérêt métropolitain. On a par exemple sur notre commune de Metz le pôle gymnique avec ses 4000 m², ses 10 millions engagés et ses adhérents qui débordent la seule ville de Metz. Et deuxièmement, il faudrait prendre en compte la question des piscines municipales déjà en activité et non pas seulement sur les futures piscines, étant donné les importants déséquilibres existants à ce sujet dans notre métropole. Donc il est important de prendre en compte ces particularités territoriales si nous voulons collectivement répondre aux besoins des habitants d'accéder à une piscine de proximité et de qualité, tout en assurant une ligne de partage claire des compétences entre communes et métropoles qui ne se fassent pas aux dépens de certaines communes et à l'avantage d'autres. Enfin, il faut qu'on ait à l'esprit que la politique métropolitaine en matière de sport ne peut se résumer à la seule question des équipements et des infrastructures. Elle doit se concevoir comme un outil au service de l'individu, évidemment, que ce soit sur la santé, le bien-être, le lien social, et au service de notre territoire métropolitain, que ce soit sur l'aménagement, le sport de plein air, les pratiques libres ou la transition écologique. Elle doit répondre aux besoins et aux attentes nouvelles de nos habitants. Et par exemple, les habitants sont de plus en plus demandeurs d'une pratique sportive dite libérée de contraintes, à savoir des horaires plus libres, pas de licence, pas d'assurance, etc. Alors on peut voir ces pratiques libres d'un mauvais œil, mais on ne peut pas les ignorer, et cela implique aussi, à notre niveau métropolitain, d'envisager d'investir non pas seulement dans des équipements, mais également dans des outils numériques favorisant ces nouvelles pratiques sportives, applications ou partage de données, et de permettre aux équipements existants d'offrir des horaires plus flexibles. Je vous remercie. Bien, merci Madame Véronneau. Je vais répondre. Ah non, il y avait Walter Kurzmann, oui. Pardon. Ça a été rappelé en préambule par Nathalie Spormeyer. Le diagnostic est là. Il a été fait par la Fédération de natation. La métropole et ses 44 communes manquent d'équipements. Au-delà du diagnostic porté par la Fédération de natation, il est évident, et on le voit, on l'entend tous les ans, à l'issue de la période estivale, on a un nombre incroyable de personnes qui continuent à se noyer et de gamins qui se noient ou dans les piscines privées ou alors à la mer, tout simplement parce qu'ils ont échappé à la surveillance de leurs parents et en particulier parce qu'ils ne savent pas nager. Alors nous, à la métropole, dans les 44 communes, peut-on continuer à envoyer des gamins avec nos associations familiales, sportives, les MJC, enfin, toutes les structures qui souhaitent apprendre à nager aux gamins, peut-on continuer à envoyer des gamins à Pont-à-Mousson, à Boulay, à Amnéville, quémander des lignes d'eau à des horaires pas possibles pour espérer avoir quelques gamins qui soient formés? Je suis à côté de Patrick Grivel, demandez-lui où vont ces gamins. Moi, les gamins de Peltre, ils vont à l'Auterre, mais dans des créneaux à des horaires impossibles. Enfin, je ne vais pas multiplier les exemples. Ensuite, Paris, c'est pas fait en un jour. Et d'ailleurs, j'espère qu'au-delà de ce premier investissement à Wapi, dans le PPI d'un prochain mandat, nous aurons le bonheur de pouvoir inscrire
une seconde piscine dans le sud-est de l'agglomération. Et je souhaite vraiment que cet équipement sorte rapidement de terre. Alors, il est à Voipy. Oui, il est à Voipy, il faut bien qu'il soit posé quelque part. Moi, j'aurais préféré qu'il soit dans le sud messin, bien sûr, puisque je suis du sud messin. Mais en tout cas, ça va améliorer la situation globale de la métropole. Donc, pourquoi ne pas se réjouir d'une telle délibération? Je vous remercie. Bien. Alors, d'abord, Madame Grollet, effectivement, la communauté d'agglomération, et non pas la communauté de communes, de Metz n'avait pas souhaité inclure les piscines dans les compétences communautaires. C'est-à-dire, je l'ai toujours regretté. Vous me reprochez parfois d'avoir pu changer d'avis sur certains sujets. Quand j'ai chaque fois changé d'avis, c'est d'abord parce que j'ai eu des informations à un moment que je n'avais pas nécessairement au moment où les décisions étaient à prendre, ou alors que le contexte a changé. S'il y a un sujet sur lequel, vous ne pouvez pas me prendre à défaut, que j'étais absolument constant depuis tout le temps, y compris quand j'étais vice-président, c'était bien celui de ce qui me semblait être de voir l'intérêt communautaire pour les piscines. Première chose. Deuxième, c'est que je partage tout à fait ce qu'a dit Walter Kurzmann sur la nécessité absolue d'apprendre la natation, sauf que je ne l'avais pas entendu, lui, comme moi, réclamer cette compétence communautaire dans les années précédentes, et je crois effectivement que c'est une nécessité absolue d'apprendre la natation à nos enfants, à la fois pour des raisons de sécurité, comme vous l'avez dit, mais également même de confiance en soi. Quand on ne sait pas nager, il y a une forme de malaise, de complexe, de faiblesse, j'allais dire, qui peut être un peu perturbante. Avoir un individu sur deux en pleine possession de leurs moyens, sur de leurs capacités, eh bien, je crois que ça passe aussi par l'apprentissage de la natation. Plus je suis convaincu d'une chose, c'est comme pour les langues étrangères, eh bien, plus on commence tôt, mieux c'est. Voilà. J'aurais été partisan des bébés nageurs et au minimum de commencer la natation dès la grande section de maternelle, ce qui est loin d'être le cas puisqu'aujourd'hui, effectivement, nous n'assurons pas tout le besoin pour les écoles élémentaires. J'espère qu'on arrivera un jour même aux écoles maternelles. Donc, effectivement, il manque au moins 1000 mètres carrés. Donc, 1000 mètres carrés, ça pouvait se régler d'un coup par une piscine olympique, que d'ailleurs des milieux sportifs nous demandaient, puisqu'il n'y en a pas à Metz de véritable, et il y a une piscine quasi olympique, sauf qu'il manque 1 mètre pour que ce soit, pour faire des manifestations olympiques, oui, parce qu'il faut se retourner, il ne faut pas 50 mètres, je crois qu'il faut 51 mètres, donc, et il manque le dernier mètre, voilà. Donc, sur ce sujet, j'ai préféré effectivement, plutôt que nous investissions très massivement dans une piscine à un seul endroit, j'allais dire nous engageant pour 2 mandats, j'ai préféré effectivement qu'on parte de l'idée que la priorité est au maillage territorial et qu'on commence non pas à Voipy parce que j'aurais un tropisme voipicien en ayant été le maire, mais qu'on commence par Voipy parce que c'est, d'après l'étude elle-même, là que le manque est le plus fort. Et le deuxième endroit, c'est effectivement au sud-est. Donc plutôt que de faire une piscine olympique, j'ai souhaité que nous fassions 2 piscines de 25 mètres. J'ai tout à fait rangé à l'avis de Nathalie Sportmeyer, qui a dit oui, 25 mètres, mais au moins 20 mètres de large. Bon, les 4 couloirs, parce que ça permet d'utiliser les 4 côtés pour l'apprentissage, alors que si nous étions à 20 mètres sur 15 mètres, ce ne serait pas possible. Donc ça semblait effectivement le choix le plus pertinent. Alors, Madame Grollet, je ne veux même pas répondre là à l'allusion qui consiste à dire mais on met la piscine dans un quartier social, comme s'il ne fallait pas, comme si effectivement c'était un mauvais choix parce que Voipy serait connoté, et donc il ne faudrait pas, et que les autres familles ne vont pas aller dans cette piscine, parce que partager l'eau avec des gens de moins de conditions sociales leur paraîtrait quelque chose d'insupportable. Ben, s'ils ne veulent pas partager l'eau avec d'autres, ils ne partageront pas l'eau du tout et ils resteront dans les piscines privées. Voilà. Mais autrement, je suis désolé, effectivement, une piscine est accessible à tous et on la met là où même l'étude fait en sortir qu'il a le premier besoin. Effectivement, le deuxième,
est plutôt vers le sud-est, et on aurait d'ailleurs un emplacement presque idéal d'ailleurs à côté du gymnase du Val-Saint-Pierre qui a été métropolisé. Alors ensuite de dire oui, mais enfin il y avait les conditions cumulatives. Je reviendrai d'ailleurs sur les conditions cumulatives puisque Madame Véronneau et Madame Grollet semblaient tous les deux traiter de ces critères en disant on les modifie juste pour prévoir un projet, financer un projet à Voipy pour Voipy et qui ne serait pas un projet métropolitain. C'est complètement faux. Il s'agit d'abord de rentrer dans une politique métropolitaine des piscines. Les piscines sont par essence même intercommunale, quoi. Il n'y a aucune commune moyenne ou petite qui ne peut avoir sa propre piscine. Et sa piscine, c'est très coûteux une piscine, pas en investissement, en fonctionnement, l'énergie et en personnel, d'ailleurs en fonctionnement. Aucune piscine, aucune ville moyenne ou petite ne peut avoir sa propre piscine. Et on sait que toutes les piscines, en fait, répondent à un besoin qui est intercommunal puisque c'est un besoin universel. Tous les élèves ont besoin d'aller à la piscine, quelle que soit la commune. Et par ailleurs, toutes les familles peuvent avoir envie d'aller à la piscine, quelle que soit la commune où ils résident. C'est pour ça que j'ai pensé, depuis toujours, que ça devrait être une compétence commune. Alors bien sûr, rassurez-vous, Madame Grollet, hein, il y a de la sécurité à Voipy, hein. Il y en a même plus à Saint-Éloi que Cru-Serpenoise. Et c'est le maire de Metz qui vous le dit. Alors ne soyez pas inquiète là-dessus. Pas besoin de rétablir la sécurité avant pour le faire. C'est déjà fait. Et c'est déjà fait depuis un certain nombre d'années. Alors bien sûr, la piscine, elle n'est pas pour Voipy, elle est pour toute la métropole. Et bien sûr, il n'y aura pas là de tarif préférentiel pour la commune, puisque ce sera toute la métropole. Comme il y a aujourd'hui des tarifs préférentiels sur Metz, je crois qu'il y en a sur Montigny, non, bon, pas, mais pour les scolaires, mais c'est parfaitement légitime que quand seul paye la commune, c'est tout à fait légitime qu'il y ait un tarif préférentiel pour la commune. Et c'est là où reprend Madame Véronneau, là je voudrais reprendre cette idée qui est fausse, qui serait de dire qu'à ce moment-là, certains vont payer deux fois comme les Messins, oui, ou les Montigniens. Parce que, et c'est vraiment, nous aurons ce débat, au moment, on n'a pas besoin d'avoir tout de suite, mais nous aurons ce débat à un moment. C'est-à-dire un moment, moi je n'ai rien contre, bien au contraire, que nous gérions, que nous prenions à la métropole la responsabilité de toutes les piscines. Sauf que, le jour où on le fait, et si on dit à la commune de Metz, celle de Montigny ou celle d'Ars, on le fait, mais bien sûr, comme on l'a fait sur les transferts de compétences, sur compensation. Ça veut dire qu'on va prendre à ces communes, ad vitam aeternam, l'argent correspondant à la gestion, en leur disant oui, mais comme c'est la métropole, eh bien, il n'y a plus de tarifs préférentiels pour les habitants de Metz, de Montigny ou d'Ars-sur-Moselle, alors que c'est eux qui continueront, par la soustraction à la dotation de compensation, à financer la piscine. C'est un sujet que nous aurons, franchement, on le mettra sur la table. On n'a pas besoin de le mettre tout de suite. Et puis, moi, si des communes, Metz, Montigny, Ars, préfèrent continuer à gérer leur piscine, on aura ce débat. On n'a pas besoin de ça, pour l'instant, de trancher ce sujet, pour aujourd'hui avancer dans la réalisation d'une piscine, et qui sera qu'une première piscine, puisque, j'en suis sûr, que ce soit moi ou un autre plus tard, il y en aura une deuxième, et puis même peut-être une troisième. Il faudra que nous assurions ce maillage. Ne dites pas, Madame Véronneau, il n'y a pas de débat. Si, il y a débat. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on débat. Donc, justement, il y a débat. Et je vous remercie d'ailleurs de votre contribution au débat, parce que les questions que vous posez sont justes et il est normal qu'on en débat, et on en débat dans cette assemblée. Donc d'autres piscines se créeront effectivement à partir de cette modification des statuts, de cet ajout de compétences. Après ça, nous aurons à statuer pour savoir comment on fait, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un intérêt, à ce moment-là plutôt même à mutualiser la gestion des piscines. Il peut y avoir, notamment en termes de mutualisation du personnel, il peut manquer un nageur là, pas un autre. La gestion à distance est quand même plus compliquée. C'est aussi un élément, parler beaucoup de subsidiarité, donc on verra. Il y a aussi la possibilité aujourd'hui offerte par la loi pour une métropole de prendre la compétence, mais de redéléguer son exercice à la commune, quand ça se fait
pour que ce soit fait, là encore, dans la proximité, quand il faut une intervention technique, quand il faut répondre promptement, quand il faut, c'est souvent plus vite fait à l'échelle de la ville que ce sera à l'échelle de la métropole. Donc nous aurons ces sujets de discussion, on aura le temps voulu, et je veux dire, franchement, le débat est ouvert. Le débat est complètement ouvert. Là, on tranche pour avancer, parce qu'il faut avancer. On aura l'occasion de redébattre ces sujets. Alors, bien sûr, une piscine métropolitaine. Elle sera à tarif commun au moins pour tous les habitants de la métropole. C'est la métropole, la question, qui assure le fonctionnement. Je dirais que vous avez aussi poser la réflexion sur l'ensemble de la compétence sport. C'est bien, je veux dire, on ne refuse pas le débat et je crois qu'on n'aura pas fini d'en parler. Si je souhaitais qu'il y ait une vice-présidente déléguée au sport, ce n'est pas pour rien, parce que j'estime que la métropole doit effectivement se saisir de ces sujets, mais pour autant, je ne souhaite pas du tout, et je crois que c'est, comme l'ensemble des collègues maires, que nous que nous transférions la compétence sport à la métropole. Je pense que le sport, c'est d'abord l'affaire des communes. Alors, il y a effectivement des grands équipements qui peuvent être d'intérêt métropolitain, il y a des sujets qui peuvent être d'intérêt métropolitain, on en a là. Une piscine, c'est intercommunal, c'est par essence. Mais nos clubs de foot, nos gymnases, nos salles de proximité, et même les nouvelles pratiques de sport, notamment le sport urbain en liberté. Le sport urbain en liberté, spécifiquement, pour moi, ça se gère directement par la commune, avec les problèmes parfois de conflits d'usage entre différents pratiquants. Je le mesure sur le Saint-Quentin, entre les conflits entre les vététistes et les coureurs à pied ou les simples promeneurs. Tout ça, il y a vraiment des questions qui se traitent dans la proximité. Après ça, le sport libre, oui. Je rappelle que la liberté a un corollaire qui s'appelle la responsabilité. Et je suis un libéral, en sorte que je défends toujours la liberté, mais en n'oubliant jamais le corollaire de la responsabilité. Donc tout n'est pas possible partout contre tout le monde. Et ce qu'il faut d'ailleurs rappeler, que notre liberté se limite toujours à celle des autres, et que par ailleurs on engage sa responsabilité. Moi j'aime bien ce sport sans assurance. Mais à un moment, ça engage, force tout acte personnel, engage sa responsabilité personnelle, qu'elle soit pénale ou civile. Parfois, nous avons la responsabilité de rappeler la responsabilité à nos concitoyens au risque de paraître rabat-joie. Après, sur les autres équipements, le débat est ouvert. Alors là, on avance. Moi je n'exclus pas de la réflexion que vous portez sur l'espace gymnique ou le pôle gymnique est pertinente. On aurait demandé, c'est un projet qui, au départ municipal, c'est vrai, mais qui concerne largement également les habitants de la métropole. Je ne sais pas quel est le pourcentage de Messins et de métropolitains au sein du club de gym de Metz gymnastique, mais qui comprend, je crois, 1700, 1800 licenciés ou 1900, et qui est limité à ce stade, faute d'équipement, parce qu'ils ont que les arènes, alors qu'il y a un potentiel de plus de 1000 licenciés aujourd'hui qui sont refusés, parce que la gym aujourd'hui, ça se pratique de la petite enfance au 3e âge, sous toutes ses formes, et les besoins ne sont pas couverts. Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui un projet municipal. J'ai pas voulu, on aurait peut-être pu le proposer à la métropole, pas voulu qu'on avance progressivement. Mais effectivement, vous avez posé le sujet, il est légitimement posé en tout cas. Il pourra l'être sur d'autres équipements. Je crois que sur des grands éléments, il aurait pu être posé il y a quelques années sur l'anneau. Bon, il n'a pas été posé. L'anneau, c'est typiquement un immense équipement qui n'existait pas, qui répondait aux critères et qui aurait pu être, il n'était pas encore en métropole, mais communautarisé. Il ne l'a pas été. Bon, on avance progressivement, mais je crois que l'intervention métropolitaine doit d'abord rester sur des grandes infrastructures, sur des projets qui rassemblent tout le monde, et qu'on doit continuer finalement à gérer le sport dans la proximité, dans la subsidiarité, et donc la compétence communale étant la règle et la compétence métropolitaine étant l'exception. Si Madame la vice-présidente souhaite rajouter quelque chose. Donc je rajoute effectivement que l'objet de cette délibération n'était que juridique et technique, et que donc on... Faut laisser un peu, ouais.
Donc je disais que la délibération n'était que juridique et technique, que pour l'instant, donc, ce n'est pas sur le fond du projet, mais qu'au fur et à mesure qu'on va avancer sur le projet, on informera donc, tout le monde au niveau de ce projet piscine. Bien. Oui, Jean-Luc Baule. Je vais juste apporter ma contribution au débat qui commence, si j'ai bien compris, puisqu'il s'agit, comme le dit Madame Spormeyer, d'une décision qui permet d'ouvrir les choses et qui est strictement technique. Et c'est vrai que c'est un peu le serpent de mer, cette affaire de piscine, parce que ça fait depuis de très nombreuses années qu'on l'avait déjà à l'époque de Jean-Marie Roche évoqué, donc, mais les collègues n'avaient pas souhaité à l'époque, donc François peut en témoigner, donc, et d'autres aussi, prendre les piscines dans les compétences. Et j'ajoute, la ville de Metz ne l'a jamais souhaité. Tout à fait. Mais on en a discuté quand même, donc de la métropole. En tout cas, gouverner, c'est choisir. Et lorsque, à Montigny, nous avions une piscine des années 70 qui s'est trouvée au bout du rouleau, bien qu'accueillant 120 000 personnes par an, nous avons pris nos responsabilités. Et donc, dans 2014, donc, nous avons restauré cet équipement avec un appel au peuple, si je puis dire, et à nos voisins et amis. Et je n'ai pas vu beaucoup de monde répondre positivement à mes sollicitations sur les 12 à 13 millions d'euros que m'a coûté en investissement donc cet équipement. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est moi qui assume, c'est enfin la ville de Montigny qui assume donc le coût de fonctionnement, voilà, pour accueillir ces 120 à 130 000 personnes annuelles. Donc voilà, avec tout ce que ça comporte, bien entendu, comme effet sur les finances en matière de coûts de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on est tous conscients néanmoins, et on l'a très bien évoqué, Walter Kurtzmann l'a évoqué tout à l'heure, que nous sommes déficitaires pour en mètres carrés de piscine, je sais pas comment, de bassin sur la métropole, et que évidemment, il nous appartient de faire de la géographie, si je puis dire, sur notre territoire, pour permettre qu'un maximum d'enfants puissent accéder à l'apprentissage de la natation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, c'est l'objectif qu'il nous faut nous fixer, c'est l'intérêt général, c'est ce qui doit nous animer tous, et se nous dire, voilà, où faut-il de manière la plus prosaïque et la plus logique positionner ces deux équipements, parce qu'il faut, à mon avis, Walter évoqué le sud-est, et c'est juste, c'est vrai qu'on l'a évoqué d'ailleurs en commission l'autre fois, mais également dans le nord, et évidemment, ça va de soi. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui prendre cette délibération comme un premier départ qui permet des investigations peut-être plus fouillées. Mais voilà, après, on peut toujours réfléchir sur est-ce qu'on va tout prendre ou pas. Je ne suis pas persuadé que ce soit pertinent, mais ce n'est que mon avis personnel. En tout cas, je suis pour le fait qu'il faille évidemment créer de nouvelles structures d'ordre métropolitain permettant qu'un maximum d'enfants de la métropole puissent accéder à l'apprentissage de la natation. Bien, merci. Monsieur le vice-président, maintenant, oui. Monsieur Bouvet. En explication de vote. Je vous remercie. Marina Véronneau, comme Denis Marchetti il y a un instant l'a rappelé, nous sommes les soutiens et défenseurs du renforcement de la métropole. Pour autant, nous considérons que ce renforcement mérite un choix global, assumé, démocratique et lisible. En l'attente de ce grand débat que vous évoquez sur la question sportive et que nous attendons, mais relégué à un horizon incertain, nous nous abstiendrons sur une délibération essentiellement technique, bancale et sans vision d'ensemble. Je vous remercie. Merci. Je suis admiratif devant toujours ces grands mots qui sont d'autant plus creux que vous n'êtes jamais, les avancées très concrètes que nous faisons sur des sujets. Donc il ne s'agit pas d'avancer des notions, des concepts, qui sont toujours vides de sens quand ils ne s'illustrent pas par des avancées concrètes, et qu'on parle des mobilités, d'hydrogène, environnement ou là des piscines. Je vous rappelle simplement que la ville de Metz était toujours opposée
à ce que cette compétence soit prise par la ville et considérer qu'elle avait assez de piscines pour satisfaire ses besoins et qu'elle préférait que la métropole conserve ses capacités d'investissement à autre chose que des piscines, puisque finalement, ceux qui envoyaient leurs enfants à Boulay ou à Pont-à-Mousson n'étaient pas les Messins. Voilà. Bon, sur ce, on passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Combien? 12? 10 abstentions. OK. Je vous remercie. Point numéro 5. Définition de l'intérêt métropolitain en matière d'opération d'aménagement. Cédric Goutte. Merci. Merci, Président, chers collègues. Donc, dans cette continuité, justement, de travailler sur l'intérêt métropolitain, il nous est justement proposé de pouvoir modifier également ce que nous avions pu identifier sur ce transfert qui a également eu lieu lors du transfert vers la métropole des opérations d'aménagement. Donc, pour rappel, on est en termes d'opérations d'aménagement sur des champs qui sont relativement restreints en termes d'action, et cette définition est assez restrictive. Donc, on a dans un premier temps tout ce qui est cantonné aux zones d'aménagement concertées, qui ont à la fois une vocation exclusivement économique, donc les ZAC nouvelles dont les superficies totales est supérieure à 10 hectares et comportant également la création de 400 emplois, mais également mixtes, où c'est des ZAC nouvelles ou en cours, à l'exclusion justement des zones en cours d'achèvement dont les superficies totales est supérieure à 20 hectares et qui comportent la création d'au moins 400 emplois. Le but justement est d'envisager cette extension pour plusieurs raisons, à la fois sur le fait d'agir de manière plus souple et plus efficace sur les grandes zones actuelles, de répondre également aux demandes d'assistance des communes sur des zones complexes ou intercommunales, et également de renforcer la vocation de chef de file pour la mise en place des outils d'urbanisme. Donc il vous est proposé justement de retenir comme un intérêt métropolitain, avec ce cursus qui vous est exposé notamment sur l'écran, de pouvoir arriver à terme à positionner après ce vote comme intérêt métropolitain les opérations d'aménagement suivants. Le premier est tout simplement les opérations d'aménagement créées à l'intérieur des sites stratégiques définis par le SCOT. Donc on a justement des points qui ont été définis au SCOTAM et qui sont identifiés sur des documents d'orientation et d'objectifs du SCOTAM qui ont été approuvés à la fois le 20 novembre et révisés le 1er juin 2021. Le deuxième point, c'est la coordination justement des opérations d'aménagement inscrites dans une démarche de renouvellement urbain, dont le programme fait l'objet justement, en tout ou en partie, d'une contractualisation avec l'ANRU, pour citer notamment les quartiers de Borny, de Bellecroix, de la Patrotte à Metz, les quartiers Saint-Éloi, Bolo-Prégénie, également sur la commune de Voipy. Le troisième point, c'est également l'ensemble des opérations de requalification des centres-villes et des coordinations qui sont mises en place dans le cadre de l'ORT. Donc, qui est cette opération de redynamisation du territoire, avec cette volonté justement de pouvoir mener certaines actions qui font également l'objet d'une contractualisation qui se fera prochainement avec l'État. Et le quatrième point qui permet justement d'avoir des champs qui seront plus larges, avec des compétences qui seront soumises à chaque fois à délibération, et cela au cas par cas au Conseil métropolitain. Donc ici, avec cette volonté de faire valider des dossiers à la majorité qualifiée qui répondent à un ou plusieurs critères. Notamment, le premier critère, c'est dans un premier temps concourir à la réalisation d'une zone mixte. Donc, c'est à savoir les activités économiques et d'habitat dans lesquelles l'activité économique est forcément prépondérante. Le deuxième cas, c'est dépasser justement l'échelle communale par la nature ou l'importance des projets. Le troisième, c'est présenter un caractère intercommunal sur demande des communes concernées. Et enfin, de contribuer à la valorisation patrimoniale ou la redynamisation sectorielle justement des friches. Donc tous ces éléments ont pour but justement de permettre d'élargir ce champ d'intervention et de pouvoir définir au fur et à mesure, au cas par cas, bien sûr avec ces critères qui viennent de vous être proposés, l'intérêt métropolitain. Donc il vous est proposé justement d'approuver ce point et la motion est en conséquence, cher Président.
Merci, Monsieur Goutte. Qui demande la parole? Alors, Monsieur Roch. Seul Monsieur Roch. Eh bien, vous avez la parole, Monsieur Roch. Monsieur le Président, chers collègues, comme écrit en préambule de cette délibération, conformément à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, nous nous devons de définir collectivement l'intérêt métropolitain en matière d'aménagement, cette fois. La définition proposée dans la suite de cette délibération fixera donc la ligne de partage entre les compétences de la métropole et celles des communes de Metz Métropole. Alors, que retenir? Qu'est-ce qui fera partie à l'avenir des compétences métropolitaines en matière d'aménagement? Quels types d'aménagements paraissent vitaux aux yeux de la métropole? Des opérations tout d'abord d'ordre économique, d'ores et déjà de responsabilité métropolitaine, le plateau de Frascati, le centre des congrès, la plateforme multimodale, la technopole de Metz, mais aussi la coordination des projets en rue et de requalification des centres-villes. Et sous couvert d'une délibération, tout autre aménagement où l'activité économique est prépondérante. Entendez-moi bien, chers collègues, Monsieur le Président, il est heureux que l'ensemble de ces aménagements, notamment la coordination des projets en rue et la requalification des centres-villes, soient définis comme d'intérêt métropolitain. Mais encore une fois, cette délibération n'est-elle pas un peu bancale? Ne pouvons-nous pas aller plus loin? Est-ce que seuls les aménagements de zones économiques sur lesquels se concentre cette délibération sont vitaux pour notre métropole? Je vais éviter les grands mots. Je vais éviter les notions, je vais revenir à la loi. L'article L300-1 du Code de l'urbanisme est pourtant bien plus large que cela et ouvre la possibilité de l'intérêt métropolitain aux actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, et vous allez enfin voir où je veux en venir, je cite, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti, les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. Monsieur le Président, pourquoi se concentrer dans cette définition de l'intérêt urbain, de l'intérêt métropolitain que vous nous soumettez sur l'aménagement économique? Pourquoi ne pas saisir l'ensemble des opportunités offertes par la loi via le Code de l'urbanisme? Il existe des espaces naturels d'intérêt métropolitain, des forêts qui ont besoin de protection et d'investissement, quand on sait quelle est la santé de certains de nos arbres. Pour ne citer qu'un exemple, il existe un espace naturel qui rayonne bien au-delà des communes sur lesquelles il s'étend et dont l'aménagement fait déjà l'objet d'investissements métropolitains, le Mont Saint-Quentin. Pourquoi n'est-il pas dans cette délibération? Ce poumon vert, la préservation de sa biodiversité et de la forêt qui y souffre depuis des années, n'est-elle pas d'intérêt métropolitain? De plus, il nous semble urgent d'agir pour préserver la capacité de la métropole à produire des denrées alimentaires de manière saine et respectueuse de l'environnement. Il nous paraît urgent d'agir pour préserver les terres agricoles et maraîchères. La préservation et la valorisation des zones agricoles et maraîchères auraient aussi pu devenir d'intérêt métropolitain dans cette délibération. Tout cela, la loi le permet. Monsieur le Président, pourquoi avoir fait le choix volontaire de ne considérer d'intérêt communautaire que les zones économiques? Monsieur le Président, ne considérez-vous pas que la protection de certaines zones naturelles est d'intérêt vital pour l'ensemble des habitants de Metz Métropole? Ne considérez-vous pas que le maintien d'une agriculture durable sur notre territoire devait être d'un intérêt métropolitain? Je vous remercie. Bien. Alors, je dirais que c'est extraordinaire parce que... Ah, pardon. Bon, merci. Je laisse le vice-président, je ferai le mot de la fin. C'est gentil, merci Président, parce que je devais quand même d'intervenir pour ces explications bancales et cet argumentaire bancal. Tout simplement parce que la lecture a été faite en diagonale, comme fréquemment, et on n'a pas forcément sur les sujets qu'on venait d'évoquer et qu'on peut remettre, s'il le faut, en termes de lecture, que l'ensemble des opérations dont les critères que je vais réénoncer, parce que M. Roch l'a peut-être pas compris,
parce que peut-être son argumentaire était déjà fait avant même peut-être réellement d'en lire réellement l'intitulé, c'était de concourir à la réalisation à la fois de zones mixtes. On parlait certes d'économie, on parlait également d'habitat. Quand on parle également du dépassement de l'échelle communale, par nature ou par l'importance des projets, on ne parle pas forcément d'économie. Quand on annonce également tout simplement de présenter un caractère intercommunal sur demande des communes concernées, on ne flèche pas forcément l'économie derrière tout ça. Alors si vous voulez, les éléments qui sont identifiés et que vous pouvez en l'occurrence faire, on va dire, c'est inscrit. Donc l'idée, c'est de pouvoir simplement lire le texte et également de contribuer à la valorisation du patrimoine ou la redénomination sectorielle de certaines friches. On n'est pas du tout, et on ne parle pas de friches industrielles, on peut parler de n'importe quel type de friche. Et là, on est réellement sur un intérêt qui est un intérêt métropolitain. Alors excusez-moi, quand j'entends ça, on fait de la politique politicienne et on n'est pas forcément dans l'intérêt qui est l'intérêt tout simplement de nos administrés qui nous ont élus pour ça. Je suis désolé d'entendre ces propos en l'occurrence et d'utiliser des effets de manche ou des effets tout simplement de redondance des mots sur le côté bancal. Je suis désolé, je vais vous l'adresser. Votre argumentaire est plus que bancal et pas forcément avoir une lecture qui est une lecture directe, et qui plus est, on est sur des éléments qui sont inscrits et écrits. Donc ne dévions pas l'importance des mots qui sont inscrits sur le texte, prenons-les réellement et lisons-les et travaillons sur ces sujets. À vouloir en l'occurrence tourner, on va dire, certaines choses, quoi qu'il arrive, vous n'en sortirez pas vainqueur non plus de tout cela. Donc pour moi, cher Président, je pense qu'on a évoqué tous les sujets qui évoquent tout simplement les champs d'action, qui peuvent être liés sur des domaines de compétences comme le Mont-Saint-Quentin, qui peuvent être liés justement sur des volontés de certaines communes qui ont des problèmes qui sont des problèmes à la fois liés avec d'autres communes, de faire des propositions. La volonté justement, c'est d'élargir au maximum et de ne pas être restrictif de ce qu'on n'avait justement que sur des zones d'aménagement qui avaient pour vocation d'être liées à l'économie, et majoritairement à l'économie. Donc on part sur justement tout l'inverse. On veut ouvrir les champs. Donc si vous avez pris la simple définition de ce qui était positionné lors des actions de Metz Métropole en 2017, vous avez peut-être raison. Mais à l'heure actuelle, au contraire, on est en train de modifier l'intégralité de ce que vous annoncez, dans le sens qui est tout simplement de ne pas travailler que sur l'économie, mais réellement de travailler sur un intérêt global, général, sur l'ensemble des actions qui sont menées à la fois en tant que métropole, mais également sous demande également des différents maires des communes de la métropole. Voilà, Président. Bien, merci, Monsieur le Président. Alors, à la différence de Cédric Goutte, je ne pense pas, Monsieur Roch, que vous soyez forcément dans la politique politicienne. Mais par contre, parce que je pense que vous croyez sincèrement ce que vous dites. Par contre, vous êtes dans l'idéologie pure et dans l'idéologie technocratique contre notre pragmatisme et vers ce qu'on cherche, qui est l'intelligence des situations. Si je vous écoute, tout ce qui est important doit être à la métropole. Bien sûr que l'environnement, c'est important. Bien sûr que la production alimentaire, c'est important. Bien sûr que l'habitat, c'est important. Mais vous croyez que parce que c'est important, ça doit être la métropole et on doit en dessaisir les communes? Je ne suis absolument pas d'accord. C'est les communes qui sont les premières responsables de l'urbanisation de la commune. C'est elles qui doivent définir les règles. C'est les communes qui doivent définir la future morphologie de la commune. Voilà. C'est pour moi, c'est pas moi le maire de Metz qui vais décider à quoi doit ressembler la ville de Voipy ou le village de Pouilly. Voilà. Je pense que c'est la responsabilité des communes dans une cohérence globale. Mais que les opérations d'aménagement aussi importantes, que ce soit le logement, que ce soit le paysage, oui, ça relève de la commune. Et je n'ai pas cette forme de mépris qui consiste à dire qu'on le laisse à la commune parce que ce n'est pas important ou ce n'est pas vital. Non, les maires, les conseils municipaux sont aussi fondés, et même au moins autant que nous, à s'occuper de ce qui est important, de ce qui est vital pour la commune. Donc non, ce n'est pas comme ça que se dessine la ligne de partage entre la commune et la métropole. Ce n'est pas l'important
le vital pour la métropole et le reste, l'accessoire, le superfétatoire pour la commune. Donc effectivement, on n'est pas d'accord sur cette ligne de partage. En revanche, effectivement, il fallait introduire beaucoup plus de souplesse dans cette ligne de partage pour pouvoir répondre à des situations. D'abord, la métropole, effectivement, ça ne doit pas être que l'économie. Et en plus, ça ne doit pas être que l'économie dans les grandes zones. Parce que souvent, on ne s'intéressait pas aux petites actions économiques en plaçant un curseur. Or, l'aménagement économique, même un peu microéconomique, peut intéresser la métropole. Par ailleurs, il y a des espaces. Des espaces, on l'a défini, qui peuvent être mixtes, de loisirs, de logement, d'habitat, qui sont charnières, qui sont parfois intercommunaux même. Et une commune peut difficilement le traiter sans sa voisine ou en dehors d'une perspective intercommunale. Donc, par cette définition qui n'est pas du tout bancale, qui est équilibrée, pour vous, décidément, tout ce qui est équilibré est bancal. Non, c'est exactement l'inverse. À ce que vous dites bancal, nous disons effectivement que c'est équilibré. Et l'équilibre, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Pour vous, c'est bancal si ce n'est pas tout noir ou tout blanc, si ce n'est pas 0% ou 100%. Ben non, ça peut être 50-50 entre la commune et la métropole. Et on tient absolument à ce principe de subsidiarité. C'est curieux, vous l'invoquez parfois dans les discours, mais en fait, dès qu'on passe aux travaux pratiques, vous l'éloignez, il faudrait que la métropole fasse tout. Des questions qui, pour moi, sont vitales, mais que j'entends bien traiter au niveau de la commune et laisser les conseils municipaux les traiter au niveau des communes. Donc voilà, tout est important, toutes les questions importantes ne le sont pas moins parce qu'elles sont traitées à un niveau ou l'autre. Simplement, elles doivent être traitées au niveau pertinent. Et selon les opérations, selon les communes, selon les caractéristiques propres, selon les enjeux multiples d'une même opération, on peut effectivement convenir que c'est plutôt l'intérêt métropolitain ou plutôt l'intérêt communal. Et je n'entends pas d'ailleurs dans la pratique que la métropole s'impose à capter, à déclarer une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain si là où les communes ne le souhaitent pas, que là aussi je crois à la subsidiarité. Sur ce, nous passons au vote. Explication de vote. Je vous remercie tout aussi brièvement que les deux fois précédentes et je vous remercie pour votre intervention qui a le mérite, je crois, de poser les divergences et les questions de philosophie. Nous sommes les soutiens et les défenseurs de la métropole. Vous appelez cela des choix binaires. Nous appelons cela une demande de choix cohérent, assumé, clair et démocratique dans cette Assemblée. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur une délibération par trop restrictive et sans vision d'ensemble du développement économique. Je vous remercie. Bon, bah, écoutez, être partisan de la métropole, c'est pas vouloir la disparition des communes et que les métropoles fassent tout à la place des communes. Alors, je sais qu'un jour, mon prédécesseur à la mairie de Metz avait déclaré comme ça dans une conférence d'émergement, dans un cri du cœur, aux collègues maires, mais de toute façon, vos communes disparaîtront un jour. Bah, moi, je ne le crois pas. Voilà. Et je ne le crois pas et je ne le souhaite pas. Effectivement, c'est ceux qui nous opposent de façon irréductible. Mais ce qu'il y a d'un peu comique, c'est que je remarque que nous sommes, nous, en progression sur l'exercice des compétences métropolitaines par rapport à ce qui était la pratique antérieure sous le précédent mandat, et que vous ne l'accompagnez même pas. Bien. Alors, sur le vote, qui vote contre? Qui s'abstient? Et les autres votent pour. Et l'avancée vers davantage de métropolisation se fait sans vous. Voilà. Alors, point numéro 6, c'est la taxe d'aménagement, extension des dispositions en vigueur aux communes de Lorrimardigny et de Roncourt pour intégration au 1er janvier 2022. La parole est à Monsieur Hasser. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la loi nous fait obligation de décider avant le 30 novembre du taux de taxe d'aménagement qui sera appliqué aux communes qui nous rejoindront le 1er janvier 2022, à savoir Lorrimardigny
Et Roncourt, il est proposé d'appliquer à ces communes le même taux qu'à celles qui font déjà partie de notre métropole, à savoir un taux de 5%. Et la motion est en conséquence. Pas de questions, commentaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 7. L'instauration d'un secteur soumis à taux majoré de taxes d'aménagement, commune de Meilly, secteur Le Clos des Bossat. Donc c'est toujours Henri Hasser. Il s'agit là d'appliquer un taux majoré, ce qui est toujours possible pour les communes lorsque les travaux liés à l'aménagement d'un quartier sont extrêmement importants. Et pour que les communes puissent les financer, il est possible d'utiliser la procédure du taux majoré en la circonstance sur la commune de Meilly pour le secteur du Clos des Bossat, secteur qui sera clairement identifié sur le PLU et le PLUI. Il est proposé de passer d'un taux de 5% à un taux majoré de 9%. Sachant que la clé de répartition de la recette est de 55% pour la commune et de 45% pour la métropole, puisque la métropole sera obligée d'exécuter un certain nombre de travaux de voirie dans le cadre de la compétence qu'elle exerce depuis 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Voilà. La motion est en conséquence. Est-il des questions, des commentaires? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, point numéro 8, dissolution finale. Dissolution, elle est toujours finale en général. Hein. Bon, solution finale du syndicat des eaux du sillon de l'Est-Messin. C'est Antoine Dore qui présente ce point. Merci, Président. La loi NOTRe prévoit la dissolution d'un syndicat s'il est présent sur deux EPCI. L'Eurométropole et la communauté de communes des Hauts Chemins du Pays de Ponge ont décidé le 17 octobre et le 16 décembre 2021 de mettre fin au syndicat du SESM. Il est prévu une clause de revoyure le 31 octobre 2021. Les modalités du CCHCP n'étant pas connues, il est nécessaire de reporter cette clause au 31 octobre 2022. De manière concordante, la communauté de communes des Hauts Chemins du Pays de Ponge. Il est donc proposé au Conseil une délibération permettant de définir la séparation des actifs et du passif du syndicat des secteurs de l'Est-Messin, proposé par la Direction générale des services publics, d'utiliser la trésorerie du SEM pour assurer l'équilibre financier et accorder un délai supplémentaire d'1 an pour l'activation de la clause de revoyure. Les commissions consultées eau, énergie, ressources et stratégies et bureaux. La motion est en conséquence. Bien. Pas de commentaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, nous passons à l'avenant numéro 4 pour la minoration de la redevance d'occupation du domaine public. Au centre de congrès de Metz Métropole. Donc, la parole est à Pierre Muel. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Est-ce qu'il est possible de regrouper le point 9 et 10, puisque ce sont deux avenants, 4 et 7? Oui, alors dans la présentation, mais nous voterons séparément. Puisqu'il s'agit donc de délégation de service public relative à l'exploitation du centre des congrès du parc des expositions. Dans le cadre de ces délégations, une redevance pour occupation du domaine public est versée chaque année par le concessionnaire G-Levens à l'Eurométropole. La crise sanitaire s'est poursuivie en 2021 et a entraîné l'arrêt des activités du 1er janvier au 31 juin. Il est proposé, comme en 2020, de minorer la redevance d'occupation du domaine public due par le concessionnaire, sachant que celle-ci était de 10/12e. Il vous est proposé de proratiser sur une période de 6 mois, soit une minoration de 7 666,21 € au lieu de 15 332,42 € pour le centre des congrès et de 43 750 € au lieu de 87 500 pour le parc des expos. La motion est en conséquence. Bien, Monsieur Bouvet.
Merci Monsieur le Président. Nous voterons pour ces 2 points au titre du soutien à des filières durement touchées par la crise. Et nous profitons de ce point pour redemander un soutien infirmé et de grande ampleur à la transformation de Metz en destination durable de tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les séminaires, conventions et congrès, est par nature consommateur de ressources. Il est cependant possible de concevoir ces réunions nécessaires autrement que comme une gigantesque consommation à usage unique. L'agence Inspire Metz a d'ailleurs engagé la labellisation ISO 2012-1 en 2019 afin de placer Metz parmi les destinations les plus exigeantes et les plus exemplaires. Certaines de nos grandes chaînes hôtelières et traiteurs ont également changé leur manière de faire. Mais la condition de tout cela est que la métropole s'engage elle-même dans la démarche et le fasse savoir. Une mesure très rapide peut être engagée dans le subventionnement aux événements, en y intégrant des dispositions incitatives ou des conditions à l'exemplarité des événements dans le traitement de leur impact environnemental. Une seconde mesure, de plus long terme, concerne le combat que nous devons mener, unis, pour l'accessibilité en train de la métropole et en agissant, je pense, pour la diminution de tarifs SNCF qui reste anormalement élevé, notamment en direction de Paris. Ce qui me donne également l'occasion de redire, à l'occasion de ces 2 points, notre consternation face à vos récentes prises de position sur le centre de congrès Robert Schuman. Consternation face à votre légèreté. Vous aviez déclaré lors d'un cocktail à Saint-Symphorien, puis en conseil municipal, que si nous nous étions parlé, pour vous citer, le centre n'aurait pas été nécessaire et que les salles du stade auraient amplement suffi. Cette formule est lamentable. Pour un projet de 56 millions d'euros largement débattu, lamentable dans ce qu'elle dit de votre sérieux et constance sur les sujets stratégiques. Consternation face à votre mauvaise foi. Vous aviez défendu et voté ici même le centre et vous vous étiez réjoui de son financement qui préservait la métropole. Car en effet, c'est bien, on vient d'en parler, à la métropole que sont aujourd'hui les impératifs d'investissement. Tirer une fois élu sur le centre pour un gain tactique misérable dans un débat budgétaire municipal est indigne d'un responsable politique métropolitain. Consternation, enfin et surtout, face à l'absurdité de l'argumentation. Je suis habitué à votre aplomb phénoménal, mais je dois avouer être resté le souffle coupé devant votre argumentation. Dire que Saint-Symphorien aurait pu assurer les fonctions de centre de congrès est faux et absurde. Pas d'hôtel dans ce secteur, pas d'accès en train, et surtout un projet qui démarre alors que le centre de congrès est sur le point d'être livré en 2018. Et je m'en souviens très précisément, puisque j'avais été auditionné par le cabinet qui accompagnait le FC Metz à l'époque pour la Tribune Sud, et que je leur avais indiqué avec clarté que construire des équipements réceptifs supplémentaires ne pouvait qu'aggraver la suroffre du marché messin, alors que Metz accueillait au même moment le centre de congrès d'une part, le Royal, la salle Europa rénovée, et qu'un enjeu existait toujours sur les équilibres de la cité musicale ou des arènes par ailleurs. Je m'arrête là. Mais je crois que cette manière de dire et de faire vérole la parole publique sur des enjeux d'importance. Pour revenir à ce point, il ne me reste qu'à espérer sans illusion qu'à l'avenir vous agirez pour rendre ce centre de congrès et la filière tourisme d'affaires la plus durable et la plus saine possible, sans vous perdre dans ces comédies politiciennes. Je vous remercie. Alors, Monsieur Bouvet, je vais d'abord vous répondre et je laisserai ensuite sur réponse de fond Monsieur Goutte répondre en tant que président d'Inspire Metz et Monsieur Boulle. D'abord, moi, je vais vous dire, vous avez parlé de moi dans des termes très désobligeants, alors même jusqu'à parler de vérole dans le débat. Je regrette l'excès de vos propos. Sous vos airs polissés, vous êtes d'une agressivité et coutumier des attaques ad hominem. La deuxième, c'est que je m'interdis jamais de poser des questions. Et que contrairement à ce que vous pensez, ce que j'ai dit était une réflexion ouverte, mais pas une basse attaque politicienne, parce que j'ai moi-même dit devant le promoteur du stade Saint-Symphorien que nous ne nous étions certainement pas parlé assez tôt, et que lui-même d'ailleurs n'avait peut-être pas forcément envisagé assez tôt son propre projet par rapport aux autres. Mais que par ailleurs, je me souviens d'une réunion dans le bureau de Jean-Luc Baule où mon prédécesseur à la mairie m'avait dit, au moment où nous n'avions pas encore complètement décidé du centre de congrès, le président Serin souhaite me voir pour discuter des tribunes et j'estime que nous n'avons pas à rentrer dans cette discussion. Moi-même, je ne m'étais pas inscrit contre cette volonté puisque je pensais qu'il ne s'agissait que de tribunes. Et en fait, en découvrant le projet, on se rend compte à l'évidence qu'il y a bien autre chose qu'une tribune. Alors bien sûr, il ne s'agit pas. Vous-même, vous relancez le sujet. Donc je regrette même, on le réaborde. Pour moi, je ne passe pas mon temps, tellement si vous pensez, dans le rétroviseur et à revenir toujours sur ce débat. Aujourd'hui, on a un centre de congrès, un beau centre de congrès, et on fera tout pour le faire fonctionner au maximum.
Cela dit, on peut s'interroger, vous le posez vous-même d'ailleurs, sur le caractère qui peut être excédentaire de l'offre aujourd'hui, même au tourisme d'affaires. Et ma réponse, comme on a fait, comme vous avez fait avec vos amis, une offre excédentaire en matière d'offres commerciales. Mon sujet, ce n'est pas de démolir ce qui a été construit, même en surabondance. Aujourd'hui, c'est de me battre aujourd'hui pour développer notre attractivité, pour essayer que la demande soit à la hauteur de l'offre qui a été établie. Effectivement, sur le centre de congrès, on peut dire que c'est facile de réécrire l'histoire, mais si nous nous étions parlé, si aussi les calendriers avaient coïncidé, non, ce n'était pas complètement stupide d'envisager sur le site de Saint-Symphorien, je le redis, on ne le refera pas, mais puisque vous relancez, je vous le dis, une salle de 500 places et une salle de 1000, ce que nous avons à peu près au centre de congrès. Ça n'aurait pas été idiot. Vous dites, c'est idiot, il n'y avait pas d'hôtel à côté. Non, excusez-moi, il y a des hôtels sur Metz. Depuis Saint-Symphorien, vous voyez le Mont-Saint-Quentin, le plan d'eau, la cathédrale, c'est extraordinaire. Ce qu'on peut reprocher à notre centre de congrès quand on a des congrès que sur un jour, c'est que les gens sortent du TGV, vont au congrès et repartent par le TGV. On s'efforce d'ailleurs à l'agence d'attractivité à faire qu'il reste au moins 2 jours. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un bénéfice sur l'agglomération. Et je pense que si, centre de congrès, si on amenait les gens du TGV et sur un site du domaine des Metz, c'était très intéressant. Mais c'est trop tard. On ne sait pas parler à l'époque. Donc on ne va pas non plus, je vous rassure, vous relancez le sujet, je vous réponds. Surtout que vous le relancez en termes outrageants, presque insultants. Donc je vous réponds. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire, effectivement, de reprendre le débat à chaque fois. Bon, mais cela dit, je l'ai posé, non pas en grand comité dans le public, j'en ai jamais fait un thème. Je le pose effectivement au pareil même, donc sur le lieu, en disant même, et en disant au président, on aurait peut-être pu se parler avant et on aurait peut-être pu faire quelque chose. Et je maintiens par ailleurs comme maire de Metz, ce que je ne savais pas comme maire de Voipy, et comme vice-président, que l'investissement sur le centre de congrès se faisait avec un apport de 24 millions d'euros fait au préjudice de l'entretien du patrimoine messin. Et ce n'était pas le problème du maire de Montigny ou du président de la CA2M. Ce n'était pas le problème du maire de Voipy. À partir du moment où les élus métropolitains, qui étaient eux-mêmes hésitants sur cet investissement, ils l'étaient tous, ont entendu le maire de Metz dire « écoutez, j'apporte quasiment la moitié du financement à moi tout seul, sur lequel se rajoutaient d'autres financements », effectivement, c'est ce qui a fait basculer la décision. Et ce que je pensais, par contre, ce que j'ai dit souvent, à l'inverse d'ailleurs d'une partie de l'opposition municipale, d'ailleurs une partie qui se retrouve aussi dans ma majorité, mais l'opposition municipale de Metz d'alors était divisée sur le sujet du centre de congrès. Je disais, Metz ne peut pas se passer d'un centre de congrès, quel que soit l'endroit. Il le fallait absolument, et ça j'ai défendu, on l'a défendu tous ensemble, et j'y tenais. Simplement, on n'avait pas sur la table les différentes options. Et on n'avait pas non plus sur la table le fait que les 24 millions de la ville posent aujourd'hui un problème de la ville de Metz. Et je n'ai pas posé ce problème à la métropole, je l'ai posé à la ville de Metz. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un retard considérable d'investissement. Nous sommes à 25 à 30 millions de retard d'investissement sur essentiellement le patrimoine mobilier. Je ne parle même pas de l'éclairage public sur lequel on peut rajouter 15 à 20 millions. On n'a pas plus de 15 à 10 millions sur 5 ans de capacité d'investissement nouveau, et ça en maintenant un investissement récurrent à 90 millions d'euros pour le mandat, c'est-à-dire à 15 par an, qui était au niveau qui était les années précédentes et qui est plutôt insuffisant, puisque le patrimoine s'est dégradé à ce niveau d'engagement d'entretien. Donc voilà le sujet. Donc j'assume parfaitement ce que j'ai dit aujourd'hui, simplement c'est vous qui cherchez la polémique gratuite et en plus avec des attaques ad hominem. Il n'est pas interdit, je veux dire, de se poser même la question de la pertinence de nos propres investissements, des miens même, y compris sur la ville de Voipy. Je n'ai jamais, c'est pas sacro-saint, on a le droit, je sais bien que l'opposition municipale de Metz actuelle me refuse tout droit d'inventaire sur les 12 années de gestion précédentes. C'est un refus absolu. Il ne peut pas y avoir de droit d'inventaire. Tout était parfait, tout était horrible d'ailleurs avant 2008. On est passé de la nuit au jour en 2008 et on est retombé dans la nuit depuis 2020. Non, c'est pas comme ça. On peut avoir un regard critique, y compris, j'ai toujours fait dans ma vie, sur mes propres décisions. Il y a eu un moment de part et d'autre, on aurait pu faire autrement, mais on ne refera pas cette histoire. Aujourd'hui, c'est ainsi et on va se battre au maximum pour
faire que Metz devienne une grande ville de tourisme d'affaires, et ce d'autant plus qu'il se trouve que offre publique et offre privée, nous avons une offre, j'allais pas dire surabondante, très abondante, et que comme nous avons en plus une ville et une métropole magnifique, eh bien on fera tout pour développer ce tourisme d'affaires. Sur ce, je passe la parole au président de l'agence d'attractivité avant de la passer à monsieur le premier vice-président. Merci, Président. Alors, juste pour répondre déjà à des questionnements concernant l'ISO, oui, alors c'est un dossier qui va être traité donc en février 2022, car on l'a repoussé à la fois par rapport à la crise sanitaire, tout simplement pour une question opérationnelle. Donc c'est suivi actuellement à la fois par la secrétaire générale, mais également la directrice, donc Valentine Vernier, mais également Pierre-Jean Guérat, qui sont sur ce dossier-là. Concernant le tourisme d'affaires, déjà dans un premier temps. Vous êtes conscient aussi, vous étiez directeur de l'agence d'attractivité pendant une période quand même assez longue, à la fois d'un travail qui était important à mener déjà sur l'offre hôtelière. On avait une nécessité d'avoir une offre hôtelière qui correspondait réellement à ce qu'était le tourisme d'affaires, et avec des difficultés notamment sur des propositions qui commencent à venir, parce qu'on prévoit, et pour le tourisme d'affaires, on prévoit 2023-2024 actuellement, on ne prévoit pas 2022. Donc on travaille déjà sur des actions qui sont menées sur 2023-2024, avec forcément des agrandissements. On a vu arriver déjà 2 hôtels avec 2 offres qui sont plutôt du standing justement du tourisme d'affaires, qui sont arrivés déjà sur la ville de Metz, et on sait pertinemment que les hôtels qui se trouvent dans une couronne un peu plus lointaine ne peut pas répondre notamment à du tourisme d'affaires, et ce pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir toutes les personnes qui soient à proximité dans un premier temps, et d'un point de vue développement durable, s'il y a tout le temps des trajets à faire pendulaires pour amener, pour revenir, c'est pas forcément des plus pertinents. Parlons de tourisme durable. Là, je prends une casquette qui est celle de la région. Donc, on est également sur un travail qui est mené sur le tourisme durable, qui a été évoqué lors d'une commission thématique, pas plus tard que la semaine dernière, notamment, sur l'implication à la fois de la région, mais également sur les critères que la région veut mener sur le tourisme durable. Et vous savez autant que moi que les agences d'attractivité sont également financées en partie par la région, et doivent suivre également les contraintes et les consignes que la région veut mener, en l'occurrence le tourisme durable. Donc oui, bien sûr, on est sur ce champ d'action, que ce soit sur le tourisme durable pour le tourisme de manière générale, mais également pour le tourisme d'affaires. Vous savez, quand vous voyez notamment les webinaires se faire, notamment sur Metz, c'est indirectement aussi du tourisme d'affaires durable, parce qu'on n'est pas forcément sur des déplacements. Quand on est sur nos plaquettes, et c'est ce qu'on est en train de finaliser, et je crois même que c'est à l'impression actuellement, on parle de tourisme d'affaires durable, avec justement des actions qui sont menées sur l'utilisation à la fois du train, pour une question à la fois de volonté de diminution justement de transfert et du carbone, pour pouvoir justement faciliter également la venue de certaines personnes sur la métropole. D'évoquer également d'autres prises de position. Quand on est sur du tourisme d'affaires, on met en avant également ce qui est mené, notamment sur des sorties, des expéditions. On parle à la fois du train électrique, on parle à la fois du bateau électrique. Cette volonté de tourisme durable est bel et bien présente dans les actions qui sont menées. Alors c'est vrai que on est toujours dans cette envie, en tout cas, de mettre en avant à la fois le territoire, mais également l'ensemble des actions qui sont menées vers des dispositifs qui sont les dispositifs d'accompagnement. Vous rappelez également qu'on a cette volonté de faire découvrir certains horizons qui sont les horizons plus extérieurs et verts. On a, on va dire, le Mont Saint-Quentin qui est mis à l'honneur, avec justement cette volonté aussi, par le biais des guides, par le biais également des Greeters, de mettre en avant tous ces territoires. Donc bien sûr, le tourisme, que ce soit tourné vers une activité touristique pure ou du tourisme d'affaires, nous avons et nous menons, on va dire, des actions en nous rendant également sur plusieurs lieux, notamment pour mettre en avant la métropole, mais également les actions qui sont menées dans cette volonté justement de conserver notre patrimoine dans un état qui soit les plus pertinents possible, mais également de limiter tout ce qui est lié à la pollution, et cette volonté également de ne pas forcément que faire du green washing, ce qui est fréquemment utilisé actuellement, mais de montrer avec des cas concrets.
Voilà, Président, pour les éléments complémentaires de l'agence. Merci, M. Goutte. Oui, je voudrais tout d'abord donner des bonnes nouvelles s'agissant du fonctionnement actuel du centre des congrès Mess Robert Schuman, en disant que voilà, depuis la rentrée, ça ne désemplit pas et donc les affaires vont bon train. Et je dirais également que l'année 2022 s'annonce comme une année encore meilleure que 2019, qui était déjà une année exceptionnelle. Et donc voilà, les perspectives sont plutôt encourageante dans le contexte évidemment que nous connaissons. Ça permet quand même de voir l'avenir avec optimisme. Et en fait, moi, ce qui me rend optimiste finalement, c'est que les choix qu'avec nos collègues nous avions faits il y a quelques années s'avèrent de ce fait parfaitement pertinents. Et je crois que nous devons tous en être persuadés. Nous avons la chance d'avoir, et je m'en suis rendu compte encore récemment en accueillant avec le département de la Moselle les amis venus un peu de partout en France qui avaient accueilli donc, les Mosellans expulsés et donc ils étaient accueillis en sortant du train directement sur le parvis des droits de l'homme, mais d'abord au centre des congrès avec un wow effect assez extraordinaire de la part de l'ensemble des collègues venus de partout. Nous devons être conscients que c'est un équipement majeur pour notre collectivité, certes, mais aussi pour l'ensemble de notre territoire. Et c'est un des éléments en matière d'attractivité métropolitaine qui était incontournable. Et d'ailleurs, à l'époque où nous avions imaginé avec Jean-Marie Roche qu'il puisse y avoir un centre Pompidou-Metz, l'un n'allait pas sans l'autre. Et évidemment, la transitivité, ou en tout cas la stéréo, c'était avec le centre des congrès. Nous avions été voir d'ailleurs à Bilbao, où il y a un centre des congrès qui accompagne un centre d'art, évidemment le Guggenheim, avec un nouveau quartier au milieu d'affaires et d'habitation, avec aussi, et c'est une chance pour nous, que nous ayons pu déplacer le répéteur et nous installer à l'arrière de la gare pour constituer un nouveau front bâti de qualité architecturale majeure, puisqu'il s'agit, je vous le rappelle, d'une œuvre également architecturale d'un grand architecte, Jean-Michel Villemotte, Grand Prix qui est évidemment à l'Académie de France, l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà, je crois que nous devons être tous, où que nous soyons, quelque place que nous soyons, eh bien, les ambassadeurs d'un équipement. Et de grâce, s'il vous plaît, ne faisons certainement pas de polémique sur cet outil qui ne demande qu'à se développer avec des gens qui y travaillent et qui font travailler les autres. Donc c'est un outil d'attractivité qui fait rayonner tout notre territoire. Oui, oui, Président, si vous permettez un souhait, j'espère que l'année prochaine, on ne sera pas sollicité pour avoir une réduction de l'occupation du domaine public, ce qui prouvera que ces deux établissements refonctionnent normalement. Je vous remercie. Effectivement, ils sont bien repartis. Nous avons consenti à une demande d'exo de la redevance fixe que nous avions consentie d'ailleurs à tous les commerçants fermés, par exemple ceux qui n'avaient pas d'activité. Je n'ai pas accédé à des demandes d'indemnisation supplémentaire en considérant qu'une délégation de service public, ce n'était pas la privatisation des bénéfices et la socialisation des risques. Donc, tenu ce cap, en revanche, nous avons accompagné fortement JL Events sur les opérations, notamment la FIM, Agrimax, sur les opérations majeures qu'il lançait, et l'agence d'attractivité continuera à faire le maximum pour développer ce tourisme d'affaires, pour lequel nous avons peut-être des atouts, des infrastructures abondantes, raison de plus, je veux dire, ajouter au charme de la ville pour faire de Metz une très grande destination du tourisme d'affaires.
je rappelle juste entre parenthèses d'ailleurs que c'est lorsque nous avons fait le centre des congrès que nous avons aussi créé Inspire-Metz, puisque c'était la partie tourisme d'affaires qui s'ajoutait au développement économique et au tourisme, donc avec un outil vraiment pertinent qui est donc sans beaucoup d'équivalents en France. Je crois qu'il y en a une telle agence également à Toulouse. En tout cas, je pense que là, on a vraiment tous les atouts pour que nous soyons une métropole digne de ce nom et non pas une métropole petit bras. Bien, alors, merci. Et maintenant, je passe au vote. Sur le point 9, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et sur le point 10, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc on passe maintenant au point numéro 11 sur la ZAC du Technopôle de Metz 2000. On l'oublie, mais il s'appelait comme ça, ce Technopôle lancé dans les années 80. Approbation du bilan de clôture, suppression de la ZAC et rétablissement de la taxe d'aménagement à 5% sur le site. Donc la parole est à Cédric Goutte. Merci, Président. Donc, comme le titre le stipule, c'est tout simplement de pouvoir clôturer cette ZAC, qui avait pour vocation justement à la fois une activité tertiaire artisanale de Borny Sud et a été créée, pour rappel, le 30 avril 1982. Donc, ça date déjà depuis un certain temps. Le programme justement qui était défini en termes d'aménagement a été entièrement réalisé donc au même titre que l'ensemble des équipements publics prévus dans le programme des équipements publics, pour pas citer à la fois le bassin de rétention de la zone, donc le lac Symphonie, le parc paysager, plusieurs aménagements de carrefour notamment, des équipements également sportifs, sur le gymnase, le stade et également le golf. Il n'y a plus eu aucun mouvement, en l'occurrence comme vous pouvez le voir dans le tableau qui figure justement sur ce point depuis 2017. Donc pour nous, il était important de pouvoir justement clôturer cette ZAC qui justifie tout simplement que tous les travaux ont été achevés et qu'on est dans cette volonté justement de pouvoir ne plus l'intégrer comme ZAC et de vous proposer justement d'approuver ce bilan de clôture, de supprimer la ZAC du Technopôle Metz 2000 et de procéder aux mesures de publicité en application de l'article R311-5 du Code de l'urbanisme, de porter également le taux de la part intercommunale de la taxe d'aménagement à 5% dans le périmètre de la ZAC qui sera supprimée, d'autoriser à la fois le président ou son représentant à faire toutes les démarches utiles à cette fin et à signer tout document se rapprochant à cette clôture d'opération. Et président, la motion est en conséquence. Bien, merci Monsieur Goutte. Y a-t-il des questions, des commentaires? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc unanimité. Les points suivants, c'est la décision modificative numéro 1 pour 2021. Donc la parole est à Monsieur Horry. Oui, donc c'est la première décision modificative suite au budget supplémentaire que nous avons voté le 28 septembre. C'est plutôt effectivement une DM, j'allais dire plutôt technique, puisqu'elle s'équilibre en fonctionnement à 126 500 €. C'est simplement la reprise de provisions constituées après contentieux. C'est également, elle s'équilibre en investissement à 1 426 000 €. L'essentiel étant les perceptions de taxes d'aménagement que nous recevons pour le deuxième semestre, et puis le reversement aux communes, puisque vous savez que 90% de la taxe d'aménagement est reversée aux communes. Accessoirement, mais ça a son importance quand même, il y a du redéploiement de crédit, donc 180 000 € pour la participation de notre Eurométropole au capital de la SEM, Eurométropole de Metz Habitat, et puis également 19 000 € de dépenses qui sont proposées pour le service médecine préventive et une réduction de FCTVA de 126 000 €. Voilà pour l'essentiel. La motion est en conséquence. Oui, Madame Grollet.
Seule Madame Grellet a la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais la prendre. Et non pas pour que j'ai à redire sur cette décision modificative qui en effet n'est pas d'importance, mais je voudrais à travers ce point sur les finances de la métropole évoquer rapidement, si vous m'y autorisez, le sujet des transports publics qui n'est pas sans incidence financière. D'abord pour vous demander quelle a été la réponse du gouvernement, s'il y en a une, au déséquilibre manifeste de financement par l'État des projets de développement de notre réseau comparativement aux autres collectivités françaises. Y a-t-il eu des explications et voire, on peut rêver, une révision du montant? Et un mot aussi sur un sujet qui impacte à la fois nos concitoyens et ceux qui remplissent cette mission de service public des transports. Il s'agit de la grève des agents des TAM d'aujourd'hui. Alors ils savent, je pense, ils sont responsables, ils savent que ce mouvement complique encore une fois la vie des usagers, mais c'est la sécurité et la qualité du service dans la durée qui sont en jeu. Récemment, donc, un caillassage de bus sur la ligne 2 a mis en danger le conducteur et les passagers. Ça, c'était le soir d'Halloween. De nombreux agents des TAM témoignent d'un climat d'agressivité, d'une hausse des incidents, des incivilités au quotidien. Au mois de septembre, suite à la réaction publique de la direction, réaction plus que maladroite lors du droit de retrait des salariés provoqué par un signalement d'agression d'un agent, signalement contesté, mais dont on n'a toujours pas la version définitive, je le souligne, comment les conducteurs pourraient-ils travailler en se sentant considérés? Au contraire, les menaces, les sanctions aboutissent à faire partir certains bons éléments sur d'autres réseaux, aggravant les difficultés de recrutement qui sont réelles. Les recrutements de conducteurs, on sait qu'il y a pénurie, et la tension sur les agents qui restent en activité. Un signal, le taux d'arrêt maladie en 2021 est monté à plus de 15%. Le problème de l'insécurité vient s'ajouter au dysfonctionnement du matériel, à la pression sur les temps de travail, etc., etc. Un malaise profond s'est installé dans l'entreprise qui nuit à tout le monde. Ne faisons pas la sourde oreille, je souhaite juste exprimer la nécessité que la fin du contrat de DSP avec Keolis permette à Metz Métropole de progresser pour avoir un service public de transport de qualité, moderne, voire exemplaire, que ce soit pour les usagers, bien sûr, et pour les salariés. Il est indispensable d'étudier sérieusement, dans ce cadre, la possibilité de reprendre la main sur ce service, avec les grands groupes privés ayant fait preuve de leurs limites. Je vous remercie. Bien. Merci Madame Grellet. Vous conviendrez que vous vous éloignez beaucoup du sujet à l'ordre du jour. Bon, c'est un cavalier qui est absolument sans rapport avec le sujet. Je vous suggérerais quand même, quand vous avez ce genre de questions à poser, d'utiliser la procédure qui est les questions que vous pouvez poser. Mais à un moment, je couperai la question, on arrêtera le débat, quand les cavaliers seront tellement cavaliers qu'ils n'ont rien à voir avec l'ordre du jour. Autrement, l'ordre du jour n'a plus de sens. Et vous êtes loisible d'utiliser le droit des questions. En plus, c'est un droit individuel, donc il y en a un par membre de l'Assemblée, donc vous en avez deux. Je préférerais quand même que vous respectiez le règlement. Je n'interdis pas le débat, vous respectiez le règlement. Je ne rentrerai pas dans le fond, puisque notre vice-présidente en charge des mobilités est absente ce soir, et elle aurait pu le faire. Encore, je ne vais même pas demander de le faire, puisqu'on n'est pas dans l'ordre du jour, quoi. On pourra avoir l'occasion, et d'ailleurs, nous ne manquerons pas d'avoir ce débat plus tard. Je voudrais simplement vous dire, question précise, est-ce que le gouvernement vous a répondu? La réponse est non. Voilà. Je parle sous le contrôle, à moins qu'un courrier soit arrivé qui ne m'ait pas été montré. Donc je trouve qu'à l'inéquité s'ajoute la désinvolture de la part de ce gouvernement qui n'est aujourd'hui
ne nous justifie pas cette décision et qu'on prend le dossier dans tous les sens. Et même si on sait que toute la partie hydrogène n'était pas dans le dossier, puisque c'est un autre appel à projet ou appel à manifestation d'intérêt, dire la modicité de notre subvention par rapport à l'assiette éligible, ou le fait que soit exclu d'assiette éligible le dépôt, je veux dire, est absolument incompréhensible. En tout cas, le gouvernement ne nous en a pas donné les éléments de compréhension, mais nous ne lâchons pas. Bon. Ensuite, sur portrait que vous faites du fonctionnement, je le trouve un peu injuste vis-à-vis de l'exploitant. Je crois lire un tract syndical, où je relis un peu la même chose, bon, les syndicats sont dans leur exercice, parfois d'expression sans nuance, c'est leur fonction et dénoncent plus parfois que la réalité, demandent plus pour avoir un minimum. Donc je le trouve un peu injuste, même si, comme toute entreprise, elle n'est pas nécessairement exempte de toute critique ou ne dispose pas de marge d'amélioration. Et bien sûr, lorsque la délégation sera à nouveau en jeu, nous travaillerons tous à toujours améliorer ce service, quel que soit le délégataire, et ça fera bien sûr partie de la discussion. Après, sur les questions d'insécurité, il y a un sujet passé auquel vous faites référence. Moi, je suis le plus prompt à dénoncer toutes les incivilités et à demander qu'on les combatte. Pour autant, je n'accepte pas quand on dénonce une incivilité sous une vidéo et qu'elle n'est pas corroborée par la vidéo, je suis en droit de me poser des questions. Voilà. Donc, et derrière, engager un mouvement social, je suis en plus toujours assez réservé sur l'utilisation qui est faite par beaucoup de services publics du droit de retrait, qui est abusif, parce que le droit de retrait, c'est quand on est menacé individuellement par un danger imminent. Ce n'est pas une réaction à une incivilité qu'il y a eu la veille ou l'avant-veille. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une pratique un peu abusive du droit de retrait. C'est ainsi. Normalement, je comprends qu'on soit dans le droit de grève, mais le droit de grève, ce n'est pas le droit de retrait. Je trouve qu'il y a une confusion entre les deux. Ensuite, que nous devions travailler bien davantage le sujet de la sécurité dans les transports en commun, comme sur l'ensemble de la ville de la métropole, j'en conviens parfaitement. Et nous aurons d'ailleurs encore à en débattre. Il y aura des propositions qui seront faites. Effectivement, ça ne se règle pas d'un coup de baguette magique ou de claquement de doigts, effectivement. Et nous sommes, ce n'est pas l'employeur, ce n'est pas les élus qui sont responsables de l'incivilité grandissante et qui existe aussi dans d'autres réseaux. Je veux bien qu'on quitte ce réseau pour aller sur un autre. Je ne suis pas certain que les autres réseaux soient beaucoup plus sûrs. Et même les liaisons interurbaines, ne sont pas nécessairement mieux sécurisés. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, effectivement, de préoccupation sur lequel renforcerons les moyens d'action. La vidéo, je veux dire, sur le métis, d'ailleurs, apporte une partie de la réponse. Je souhaite des plus promptes interventions. On a une difficulté sur le caractère intercommunal de nos lignes, pour certaines. Et donc, quand ce n'est pas la police nationale, les polices municipales ne sont pas compétentes à la totalité de la ligne. C'est des sujets dont il faudra effectivement qu'on débatte à la métropole. Sur ce, nous revenons au point qui était à l'ordre du jour, qui était la décision modificative numéro 1 présentée par M. Thierry Houry. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, je note 2 abstentions et les autres votent pour. Les points 13 et 14 sont les communications. Alors, pour le 13, les décisions prises par le bureau et le point 14, les décisions prises par l'exécutif. Alors, qui demande la parole sur ce sujet? Donc, Monsieur Roch. Il est rock'n'roll. Je serai très bref. Je voudrais juste savoir si on pourrait avoir de plus amples informations, notamment l'objectif et la parcelle concernée par la convention de mise à disposition pour un terrain situé sur le plateau de Frascati à la société Amazon France Logistique, signée le 30 septembre. Merci. On pourra vous communiquer la décision. Je crois que ce sera le plus simple de la faire verbalement.
Vous nous demandez par écrit, vous aurez communication par écrit de la décision qui a été prise. Simple. Sur ce, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée.